Impossible de le nier, l'Ukraine a souffert. Des grandes famines de l'ère soviétique aux images terribles de Tchernobyl, le siècle passé a été dur et marque encore un pays pauvre qui continue de connaître la guerre. Mais l'Ukraine n'est pas que ses douleurs, l'Ukraine n'est pas que ses blessures. Et quand hier se meurt, demain est sûr. De son courage bâti dans l'adversité, de sa beauté indiscutable, incontestée. Des forces similaires sont d'ailleurs à l'œuvre en football où une nouvelle génération arrive. La jeunesse ukrainienne a de quoi écrire son histoire. On risque de le voir cet été. Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien et je suis super content de vous retrouver pour le 6ème épisode de retour. On arrive déjà à un quart du parcours et après avoir étudié respectivement l'Italie, la Finlande, la Turquie, le Pays de Galles et la Suisse, on s'intéresse ce matin à l'Ukraine, un pays fascinant, une équipe qui l'est tout autant, qui pourrait surprendre et qui a déjà surpris sans doute en se qualifiant pour l'Euro 2020 avec les honneurs. Premier du groupe B, les hommes d'Andrei Shevchenko devancent effectivement le champion en titre portugais, battu 2-1 à Kiev grâce à deux réalisations signées Yaremchuk et Yarmolenko. Devancent également la Serbie, balayée 5-0 à domicile, 6 victoires et 2 nuls en 8 matchs donc, et dans le lot quelques superbes séquences comme ce but de Zinchenko face à la Lituanie, ou celui-ci au match retour signé Malinovski, bien servi par Junior Moraes. En quelques mots, les jaunes et bleus impressionnent et ne concèdent que 4 petits buts. Seule la Belgique a fait mieux sur cette phase d'éliminatoire dans ce secteur. C'est une performance qui va donc permettre à l'Ukraine d'écrire une nouvelle page de son histoire. Alors comme à chaque fois qu'on évoque un pays issu de l'ex-bloc soviétique, celle-ci est nécessairement jeune. La sélection ukrainienne devient membre de la FIFA en 1992 et a participé pour l'instant à 3 tournois majeurs. La Coupe du Monde 2006 en Allemagne d'abord est déjà un exploit puisque les hommes d'Oleg Blokhin atteignent les quarts de finale. L'Euro 2012 ensuite, qualifié en tant qu'hôte, l'Ukraine remporte son premier match grâce à un doublé de Shevchenko qui répond à l'ouverture du score d'Ibrahimovic. Beau duel de titans, mais s'incline à 2 reprises ensuite contre la France et l'Angleterre. En 2016 enfin, l'échec est plus net encore. 3 matchs, 3 défaites et pas le moindre but inscrit. Dans la foulée, le sélectionneur Fomenko est destitué et remplacé par la légende absolue du pays, Andrei Shevchenko, un joueur pour lequel j'ai une affection toute particulière, ça se voit peut-être aux maillots qui sont derrière moi, un joueur objectivement extraordinaire. Ballon d'Or 2004, deuxième meilleur buteur de l'histoire du Milan AC, meilleur buteur de l'histoire de l'Ukraine, et donc désormais sélectionneur vénéré, homme providentiel d'un pays qu'il a relevé. Cette campagne de qualification pour l'Euro 2020 en atteste, mais son équipe a également terminé à la première place de son groupe de Ligue des Nations en battant la République tchèque et la Slovaquie fin 2018. Alors après, impossible de parler d'histoire footballistique ukrainienne sans évoquer quelques légendes, au moins de l'époque soviétique. Oleg Blokhin, meilleur buteur de l'histoire du Dynamo Kiev et de l'URSS. Igor Belanov, milieu offensif, né et formé à Odessa, grande star du Dynamo des années 80. Comme Shevchenko en 2004, les deux ont reçu le Ballon d'Or, Blokhin en 75 et Belanov en 86. Difficile de ne pas dire également un mot de Vitali Staroukhin, pas loin d'être le plus grand joueur de l'histoire du Shakhtar. Il est en bagarre pour ce titre avec Mikhailo Sokolovski. Enfin, l'Ukrainien qui a le plus influencé le football de manière générale et qui mérite largement une vidéo à part entière et qui l'aura un jour promis, c'est évidemment Valeri Lobanovski, érudit et pionnier, penseur d'avant-garde, immense entraîneur, adulé par Shevchenko qui en 2003 dépose sa médaille de vainqueur de C1 sur sa tombe. On en vient donc au cœur de cette vidéo, l'effectif. Et celui qu'a bâti Shevchenko est un formidable alliage d'expérience et de jeunesse. La preuve au poste de gardien où Andrei Piatov, 35 ans, disputera certainement son dernier tournoi. Peut-être un des joueurs les plus célèbres du groupe, légende du Shakhtar dont il protège les buts depuis 2007. On peut pas vraiment dire que c'est un portier fiable parce qu'il est capable de moments assez lunaires, mais son niveau maximum reste élevé. Il sera suppléé par sa probable relève, Andrei Lunin, 21 ans, recruté par le Real Madrid en 2018 pour une dizaine de millions d'euros, prêté depuis janvier au Real Oviedo où il a enfin trouvé du temps de jeu, 6 matchs et 6 titularisations en 1 mois de Segunda. Le troisième gardien, lui, pourrait être Denis Boyko, mais je miserais davantage sur le vétéran Yuri Pankiv d'Alexandria. Un cran plus haut ensuite, on a une ligne de défense avec 4 indiscutables. La charnière centrale est constituée des deux partenaires du Shakhtar, Mykola Matvienko, 23 ans, et Serhiy Krivtsov, 28 ans. C'est une base solide, invaincue en championnat et à laquelle Shevchenko fait confiance.
mais celui qu'il estime le plus est sans doute le latéral gauche Vitali Mykolenko, 20 ans, pépite en puissance et qui ne s'éternisera vraisemblablement pas au Dynamo Kiev, un bel avenir lui est promis. Moins de potentiel à droite, mais Oleksandr Karavayev du Dynamo également rend d'excellents services. Alors sur le banc, on devrait logiquement retrouver Igor Plastoun de la Gantoise et Artem Chabanov, deux défenseurs centraux. Edouard Sobol de Bruges est la doublure de Mykolenko à gauche, Serhii Bolbat du Shakhtar, celle de Karavayev à droite. Alors dans ce système en 4-1-4-1/4-3-3, qui est le seul que l'Ukraine a mobilisé en 2019, 100% de son temps de jeu effectif, l'une des places de choix revient à Taras Stepanenko, un élément vital de cette Ukraine et du Shakhtar. Il sera chargé de garantir des fondations solides aux créatifs devant lui, car effectivement, cette ligne de 4 fait saliver. D'abord bien sûr, Alexander Zinchenko, latéral gauche de Manchester City. Il évolue un cran plus haut en sélection et est à 23 ans le présent et l'avenir de l'Ukraine. À sa droite, on retrouve un autre visage familier, celui de Ruslan Malinovski, qui a rejoint l'Atalanta cet été en provenance de Genk. Et s'il n'a pas encore gagné ses galons de titulaire, il est vraiment le 12e homme de Gasperini. Il rentre à chaque match, déjà 29 apparitions cette saison, super joueur. À sa droite, on retrouvera normalement Andrei Yarmolenko, moins en réussite à West Ham qui est catastrophique cette saison, et blessé depuis fin décembre, il n'en demeure pas moins un taulier de la sélection ukrainienne. Et à 30 ans, pourrait même un jour devenir le recordman de buts de son pays avec 37 réalisations, il pointe aujourd'hui à 11 longueurs du total de Shevchenko. De l'autre côté, on devrait retrouver le Brésilien naturalisé ukrainien en 2017, Marlos, qui commence à vieillir, mais reste dans un bon jour un footballeur superbe. Je me souviens notamment de son match en phase de groupe contre l'OL l'année dernière où il avait été très tranchant. Le point notable peut-être, c'est que du coup on a sur cette ligne de 4 gauchers. Alors c'est pas le cas en revanche de Sergei Sidorchuk, le capitaine du Dynamo Kiev qui sera la doublure de Stepanenko. C'est pas le cas non plus de Vitali Bouyalski, joueur polyvalent mais plutôt de complément, il a assez peu joué sous Shevchenko. Mais c'est bien le cas de Viktor Tsigankov, milieu offensif ou ailier droit. À 22 ans, il pourrait même piquer la place de Yarmolenko et c'est dire à quel point on attend de grandes choses de lui. Alors j'ai eu la chance pour faire cette vidéo d'échanger avec plusieurs Ukrainiens et ils m'ont tous sans exception parlé de Tsigankov avec des grandes étoiles dans les yeux. C'est le talent numéro 1 de sa génération, le joueur à surveiller sans doute de cette sélection. J'ai hâte de le voir cet été du coup, peut-être encore plus que Viktor Kovalenko, très doué aussi, mais qui tarde un peu à confirmer tous les espoirs placés en lui. En fonction des blessures et des états de forme respectifs, on pourrait voir Roman Bezus dans la liste, on devrait voir également le vétéran Yevhen Konopionka, lui qui est rentré au pays en début de saison. Enfin, Roman Yaremchuk, meilleur buteur des phases éliminatoires, sera sans doute accompagné de Junior Moraes, brésilien naturalisé comme Marlos. Et puis on n'est pas à l'abri de surprise, bien sûr, c'est la trêve actuellement dans le championnat ukrainien, et du coup la seconde partie de saison peut apporter son lot d'enseignements. On a un gros contingent de joueurs qui évoluent soit au Shakhtar, soit au Dynamo, donc à voir. Les jeunes peuvent pousser aussi, alors les U20 ukrainiens sont champions du monde en titre, ils ont été sacrés le 15 juin dernier en éliminant notamment la Colombie, l'Italie et la Corée du Sud en finale. Alors pour son 3e Euro consécutif, l'Ukraine visera cette fois une qualification en 8e. Pour ça, il lui faudra s'extraire d'un groupe C relevé. Elle lancera son tournoi en affrontant les Pays-Bas à Amsterdam, avant de filer à Bucarest pour jouer contre l'Autriche en clôture, et le 3e membre de ce groupe, pour l'instant inconnu. En fonction de ce qui se passera fin mars, ça peut être la Roumanie, comme ça peut être une de ces 4 nations, la Géorgie, la Macédoine du Nord, la Biélorussie et le Kosovo. Donc en l'état, c'est déjà assez costaud, il y a une belle opposition. Selon les bookmakers, et notamment mon partenaire Unibet.fr, la cote pour que l'Ukraine remporte le groupe C est à 4,50, c'est un petit peu moins que l'Autriche qui est à 6, c'est beaucoup plus en revanche forcément que les Pays-Bas qui sont à 1,45, qui restent les favoris absolus. Bon, honnêtement, pour moi, c'est assez difficile de me prononcer, il y a encore trop d'inconnus, notamment sur, par exemple, le niveau réel de l'Autriche, que je connais mal. On va attendre de les analyser en profondeur avant de formuler un avis, je pense qu'il sera bien plus éclairé, bien plus pertinent. On en saura plus fin mars aussi, quand on verra si la Roumanie s'est qualifiée ou non, et si elle se qualifie, si elle est présente dans ce groupe, ça peut changer pas mal de choses, ça peut commencer à devenir très très chaud, donc à voir. Mais si je devais formuler là tout de suite une sorte de premier jugement, je dirais que cette équipe ukrainienne est effectivement très séduisante. Je pense qu'elle a le potentiel pour être une des sélections, en tout cas une des sélections surprises de la compétition. Je pense que le foot européen va découvrir quelques vraies pépites, quelques vrais joyaux aussi, notamment devant. À 4 mois du coup d'envoi, donc, et dans un contexte d'information partielle, comme je l'ai expliqué, je dirais que je les vois effectivement atteindre les 8e de finale. On aura de toute manière l'occasion d'en reparler très vite, et notamment
peut-être le 27 mars, puisque l'équipe de France reçoit l'Ukraine à Saint-Denis. Voilà, en tout cas les amis, c'est la fin de ce 6ème épisode de retour et j'espère vraiment qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce bleu, ça m'aide beaucoup. Si c'est pas encore le cas et que vous voulez pas rater les prochains épisodes, vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne. Excellente manière de m'encourager, toujours très apprécié. Enfin, je voulais adresser un petit mot de remerciement à toutes les personnes qui m'ont contacté pour m'aider sur cet épisode, donc que ce soit Anton, Tristan, Yarko, Slav, Ukrainien de sang ou Ukrainien de cœur, c'était un vrai plaisir d'échanger avec vous. De notre côté maintenant, on se retrouve dès lundi pour discuter bien sûr de cette nouvelle semaine de Ligue des Champions qui arrive. On analysera ensuite les matchs dans la foulée, mercredi matin et jeudi matin. Et puis samedi prochain, 10h comme d'habitude, 7ème épisode de retour. On continue sur un programme très chargé, vous l'aurez compris, mais c'est toujours autant un énorme kiff. Donc voilà, rendez-vous pour tout ça. D'ici là, comme d'habitude, passez bien sûr une excellente journée, un très bon week-end. Prenez soin de vous surtout et on se dit à bientôt. Bisous.